Au collège, j'avais 2 amis, Clara et Raphaël. On était 3 ados avec de l'acné et un 3310 dans la poche de nos jeans taille basse. On était parfois 3, mais le plus souvent, 2 plus 1. Dans un trio, il y a toujours la 3e personne. Celle qui est là, qu'on aime parfois follement, mais qui, malgré nos efforts pour le cacher, reste un peu sur la touche, qui ne parvient pas à trouver sa place. Abel, tu viens avec moi ? Alors bien sûr, quand on devient parent, on ne rejoue pas la 4e B. Être 2, plus un enfant, ça n'est pas être 3 amis, 3 associés, 3 amoureux. Mais dans cette nouvelle distribution des cartes, tout le monde doit également trouver sa place. Et cela relève souvent moins de l'évidence pour celui ou celle qui n'a pas porté l'enfant. Comment on tisse sa toile dans un trio où 2 personnes se connaissent déjà depuis 9 mois ? Quand une mère biologique et son enfant ont déjà été compagnons de route, acolytes de soirée, ont déjà été confidents, quand ils ont été en conflit, qu'ils ont râlé l'un contre l'autre. L'un en donnant un coup de pied un peu trop virulent, l'autre en laissant échapper un « Aïe, tu me fais mal !» Je dis souvent qu'Abel est mon binôme. Je le ressens profondément comme mon binôme. Je sais que je devrais vous dire que mon enfant n'est pas un prolongement de moi, qu'il est une personne à part entière. Mais plus d'1 an après sa naissance, quelque part, je le ressens toujours un peu comme ça. Il est ma personne, et j'aime à penser que je suis aussi sa personne. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. 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 Ouais, Fête des Gosses. Fête des Gosses. Fête des Gosses. Non, ça va. On peut faire mon interview, là ? Ouais. T'es stressé de parler dans le podcast ? C'est anonyme. Celui qui souhaite rester anonyme, c'est le père d'Abel, qu'on appellera donc le père d'Abel. T'as trouvé ça dur de trouver ta place en tant que père ? On arrive avec du retard déjà au début, parce qu'on ne le porte pas. Et au début, on est aussi beaucoup moins là parce qu'on n'a pas de congé maternité. Donc c'est vrai qu'en fait, on met plus de temps à le rencontrer. C'est aussi la vie de Stéphane, qui a une fille de 3 mois. Elle s'appelle Solal. On nous fout un bébé dans les bras du jour au lendemain. On est censé trouver notre place, on est censé l'adorer, mais on ne le connaît pas. Donc à un moment, il faut aussi lâcher la rampe un peu et faire ouf. Ce bébé, Stéphane l'a eu avec sa meilleure amie. Lui est gay, ils ne sont pas un couple, mais elle a porté leur enfant et ils vont l'élever à 2, selon des modalités qu'ils ont eux-mêmes établies. Sa place, il la trouvera quand ça viendra. Je pense que le concept de place à trouver, c'est ce qui nique un peu le cerveau des gens, parce qu'on se sent obligé de tout de suite devoir se définir un rôle, devoir se trouver une place. On peut se dire mince, j'ai pas ma place justement. Pour l'instant, moi, ma fille a 2 mois, c'est un projet de coparentalité avec ma meilleure amie. Mais pour l'instant, les premières semaines, je vois qu'il y a tellement une fusion que j'essaye pas d'avoir une place en fait. Je les laisse faire. Par exemple, mon amie allaite et ne tire pas son lait. Beaucoup de gens se permettent de dire ouais, tu devrais quand même tirer ton lait pour qu'il puisse lui donner à manger. Moi, je leur dis mais attendez, je suis grand. Hein. Si ça me pose un problème, je peux tout à fait le dire. Je trouve ça vraiment unique et super qu'elle puisse avoir cette fusion pendant l'allaitement pour l'instant. Dans 6 mois ou je sais pas combien de temps on va faire la diversification alimentaire, c'est bon, hein, je vais avoir le temps de lui donner des petits pots. Si pendant quelques semaines, voire quelques mois, elle a juste ce rapport privilégié avec la mère, bah c'est la nature en fait, donc laissons faire les choses, j'ai pas à me trouver une place absolument dans ce duo en fait. Ce que dit Stéphane, c'est qu'au stade de nourrisson, sa fille est plus proche de sa mère, et que selon lui, c'est normal. Et il est loin d'être le seul à le penser. Et tu vois une différence avec le lien que moi j'ai avec lui ? Il y a une vraie différence. Ouais. Tu la vois à quel niveau ?
Déjà, moi, il me fait pas de bisous. Alors, je sais pas si c'est parce que parfois j'ai de la barbe et du coup ça le pique, ou si c'est parce que il fait des bisous que d'âme, ou qu'à toi. Mais moi, il me fait jamais de bisous. Pas de bisous. Non, jamais. C'est pas vrai. Non, je te jure, c'est vrai. Quand je demande un bisou, il me fait jamais de bisous. Il fait comme ça, non. Même si je trouve que ce n'est pas vrai, Abel lui fait des bisous. Il n'a pas tout à fait tort. Quand notre fils est en détresse, c'est moi qui l'appelle. Est-ce que c'est parce que je l'ai porté pendant 9 mois ? Et si c'est le cas, comment l'autre trouve-t-il sa place ? Est-ce qu'on négocie cette place, comme quand on veut rentrer en boîte de nuit mais qu'on n'a pas l'âge légal ? Qu'est-ce qui fait le parent ? Je pense que c'est une question qui est en fait universelle et assez... Alors éternelle, c'est peut-être le terme un peu excessif peut-être, mais on pourrait déjà dire que finalement la partition entre les hommes et les femmes, les pères et les mères, sur le plan anthropologique, elle se situe déjà autour de la question de qui est qui par rapport à qui. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Emmanuel Graton est psychologue, sociologue clinicien, maître de conférences dans le département de psychologie à l'université d'Angers. Il a beaucoup travaillé sur la place des pères, notamment dans les couples homosexuels. Et il est responsable d'un diplôme universitaire d'accompagnement à la parentalité. Autant il apparaît un peu une évidence anthropologique que la mère est celle qui porte l'enfant, même s'il peut y avoir quelques exceptions. Les exceptions dont parle Emmanuel Graton seraient par exemple un homme trans portant un enfant. Autant la question du père est, elle, on l'a dit, incertaine en fait. C'est-à-dire que finalement, qui est le père ? Voilà, c'est une question aussi, vous voyez, classique. Et une anthropologue qui s'appelle Françoise Héritier avance même l'idée que finalement la domination masculine est un peu une conséquence finalement de cette situation différentielle entre les hommes et les femmes. Finalement, on peut dire que c'est parce que précisément ils n'ont pas ce pouvoir d'enfanter que précisément ils ont, par des règles sociales, pris ce pouvoir d'une certaine façon sur le plan de la domination et sur le plan des règles institutionnelles. Qu'est-ce que ça change d'avoir porté l'enfant ? Bon, d'une part, il y a déjà des dimensions physiologiques qui sont à l'œuvre. J'en ai un peu parlé. Le fait que l'enfant habite le corps de la mère, vous voyez, donc il y a un seul corps, quoi, en fait, visiblement. Il y a un lien charnel, effectivement, tout à fait évident ici. Il y a toute une régulation, on va dire, hormonale aussi, qui accompagne ces transformations et ces changements. Il y a des modifications psychiques. Par exemple, une auteure comme Bildowski a étudié ces transformations psychiques qui ont lieu du côté de la mère. Monique Bydlowski est une psychiatre et psychanalyste et l'une des premières en France à s'être penchée sur l'expérience psychique de la grossesse. Finalement, on dit ou on se représente un petit peu le père comme devant faire aussi ce travail de parentalité, on pourrait dire, mais d'une manière un peu plus externe, un peu plus mentale en fait, sans que son corps soit engagé de la même façon que celui de la mère à l'égard de cet enfant. Donc porter l'enfant, c'est, à mon sens, effectivement, avoir déjà établi un type de lien sur le plan physiologique et biologique qui n'est pas le même que si on ne l'a pas porté. C'est dégueulasse. Lorsque l'on se demande ce que ça change d'avoir porté un enfant, en réalité, en creux, c'est aussi la question du genre qui se pose. Et c'est une question que de nombreuses personnes, y compris féministes, formulent. Et on les devine parfois, à voix basse, ces gens qui disent « Oui, mais quand même, la mère, c'est pas pareil ». Ou ces pères qui affirment « Je n'y peux rien, ma femme, elle se réveille avant moi quand le bébé pleure ». Est-ce que c'est parce qu'elle est une femme ? Parce qu'elle a porté l'enfant ? Ou simplement parce qu'elle répond aux attentes de la société envers les mères ? En tant que féministe, je suis persuadée qu'il n'existe pas d'instinct maternel. Ce concept déjà démonté par Elisabeth Badinter dans les années 80. L'instinct maternel est un mythe. Ça n'existe pas. Je suis persuadée que ça se construit. Et on touche le pied avec la main. Et on touche la main avec la main. D'ailleurs, le père d'Abel, je l'entends à minuit sur son téléphone se mettre un rappel pour ne pas oublier de prendre rendez-vous chez la pédiatre. Je l'entends construire des parcours du combattant avec Abel le dimanche matin.
quand moi je végète encore comme une ado devant mon bol de Choc-à-Pic. Avoir un chromosome X et Y ne l'empêche pas de s'occuper de son fils aussi bien et aussi tendrement que moi. Et pourtant, il me dit régulièrement que quand même, avec lui, Abel n'est pas le même qu'avec moi. Il voit bien que nous avons un lien plus fort, lui et moi. Ce qu'il disait quand il vous racontait qu'Abel ne lui faisait pas de bisous, à lui. Est-ce que c'est parce que c'est un homme ? Parce que sa barbe pique ? Est-ce que ce lien d'attachement que nous avons avec notre enfant est déterminé par notre genre ? J'ai posé la question à Taina. Elle est mère, mais c'est Louisa, sa femme, qui a porté leur fils. Taina a donc un autre regard sur l'influence du genre dans la création d'un lien avec un nouveau-né. Je pense que le fait d'être une femme aussi, ça m'a aidé à comprendre les sensations et de l'imaginer en fait dans mon corps. En parlant avec Louisa, en fait, tout ce qu'elle disait, ça avait du sens pour moi, en fait. Donc du coup, dès le début, ça m'a permis de me connecter avec lui. Et c'est ce que j'avais le plus peur, en fait, pendant la grossesse, de pas me sentir mère, en fait. Et finalement, dès le début, je sentis qu'il était avec nous. L'autre soir, je les ai croisés à la terrasse d'un café. Louisa sirotait sa bière sans alcool et Taina portait son fils de quelques semaines en écharpe. Je me suis dit qu'effectivement, Taina n'avait pas eu trop de mal à trouver sa place dans le trio. Alors, la question de l'instinct, évidemment une question qui a été posée sur le plan socio-historique et culturel. On a essayé de voir si cette question était universelle ou pas, et si elle n'est pas conditionnée finalement par une forme de culture, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des controverses sur cette question. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même des formes de régulation physiologique. Il y a des hormones qui sont aussi déclenchées, l'ocytocine en particulier, etc., qui favorisent le maintien du lien avec l'enfant. Mais elles se trouvent quand même grandement renforcées, me semble-t-il, par les éléments culturels, d'assignation, de représentation. Une collègue à moi qui s'appelle Christine Castelin-Meunier a sorti un livre il n'y a pas très très longtemps sur l'instinct paternel, un peu comme un petit clin d'œil en fait, vous voyez, pour dire aussi que finalement, on peut aussi considérer que certains hommes, justement, on leur a appris tout le contraire pendant des années, ils ont hérité finalement d'un bagage culturel dans lequel il faut avoir l'autorité, dans lequel il faut pas montrer ses affects, dans lequel il faut se mettre à distance, il faut être rationnel, etc., etc. Et donc finalement, on les a peut-être culturellement ou socialement privés finalement des aspects plus liés à leur ressenti, à leur vécu, à leur expérience dont ils n'ont pas pu faire part. Si Taina n'a pas eu de mal à trouver sa place, on pourrait se dire que c'est parce que la question n'est pas de porter ou non l'enfant, mais bien de s'autoriser à tisser ce lien charnel avec lui dès la naissance. Ce que certains hommes ne font pas, Taina a pu le faire parce que le monde n'attendait pas d'elle de la dureté. Si on regarde un petit peu sur le plan historique, on s'aperçoit que la question de l'amour maternel, c'est Edward Shorter qui parle de ça, est né avec la famille moderne, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 18e siècle. Donc avant, c'était pas forcément le cas parce qu'il y avait peut-être d'autres priorités. Déjà, les enfants n'étaient pas sûrs qu'ils survivent, donc on pouvait pas s'y attacher peut-être d'une manière aussi forte que ça. Et puis ils étaient assez nombreux, donc il fallait pouvoir distribuer aussi ça à plusieurs enfants, etc. Alors que la question finalement de l'amour paternel, du sentiment paternel, est plutôt arrivée au début du XXe siècle. Vous voyez, donc il y a une sorte de décalage finalement dans le temps. C'est vrai que ça laisse à penser que les hommes du XXe siècle ont à peu près le même bagage biologique et physiologique que ceux du XVIIIe siècle, mais que c'est simplement parce qu'ils étaient empêchés d'une certaine façon de pouvoir l'exprimer qu'ils ont été retenus d'une certaine façon de pouvoir le faire. D'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui. Beaucoup d'hommes affirment ne pas s'intéresser aux nourrissons. Eux, ils veulent faire bien tout comme il faut, mais les couches, les biberons, c'est pas pour eux. Et le caca, ils peuvent pas. Alors que moi, vraiment, j'adore ça. Eux, ils attendront que l'enfant parle, qu'il puisse avoir des interactions avec lui, l'emmener au cinéma, découvrir le monde. Je me sens pas du tout gaga, je me sens pas du tout obsédé par cet enfant. J'y pense, mais j'ai autre chose à penser aussi.
parce que j'ai un manque d'interaction pour l'instant, parce que je trouve pas ça très intéressant, parce que j'avais déjà prévenu que la puériculture, le stade de nourrisson, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Une fois qu'il y aura des sourires, une fois qu'il y aura quelques interactions, ok, ça ira, mais il faut aussi se dédouaner du truc. C'est pas grave de pas trouver une place, il faut s'en occuper, bien sûr, de cet enfant. Il faut tout faire pour lui accorder de l'attention, un bien-être et compagnie. Mais notre vie tourne pas tout autour de ça non plus. J'en avais beaucoup parlé à ma psy avant parce que j'avais un peu peur, et c'est ma psy qui m'a vraiment dit « Non mais attendez, l'amour ça se construit, hein, cet enfant là, ça fait 1 mois et demi que vous le connaissez. Certes c'est la vôtre, mais c'est une relation à construire en fait. C'est bien beau de croire au coup de foudre, mais c'est pas grave si on apprend aussi à connaître les gens avant de tomber amoureux. » C'est ce mouvement-là qui est bien, c'est comme ça. Il y en a pour qui c'est le coup de foudre. Ça existe. D'autres attendent chaque jour le moment où ils se sentiront proches de leur bébé, voire le moment où ils l'aimeront. Ceux-là ne disent pas, mais ils luttent. Ils ont un sourire gêné quand on leur demande s'ils en ont immédiatement été fous. Ils attendent quelques minutes dans la voiture avant de récupérer leur enfant à la crèche pour essayer de voler 1 minute de liberté supplémentaire. Mais si les femmes ont l'air de rencontrer leur enfant plus tôt que les hommes, c'est parce que culturellement, les femmes comme Taina s'y autorisent. Je passe le plus de temps possible avec lui, en fait, que ce soit les moments pratiques ou les moments d'échange. J'aime bien rester en peau à peau avec lui. Je trouve que c'est important, en fait. J'ai l'impression de ressentir ce que Louisa a ressenti quand il était dans le ventre. Et je sais pas, ça me permet de me connecter un peu plus avec lui. Je sais que ça l'apaise. Et Louisa, ça le soulage un petit peu par rapport à l'allaitement. Aujourd'hui, en fait, parfois je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir faire plus, en fait. Je sais que je fais tout ce que je peux pour que Louisa puisse se reposer, se doucher, avoir des moments détente, seule ou avec nous. Enfin, j'ai une tendance à faire plein de choses de maison aussi, ménage, cuisine, etc. Je me suis rendu compte que l'important aussi, c'était d'être là pour la partie, le mental, quoi. Surtout avec les hormones. Donc, en fait, même si la maison est en bordel, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elle soit bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe et plus je me sens proche de lui. Je me sens capable de m'occuper de lui. Et du coup, je suis fière d'être sa maman. Ce que dit Taina, si on voulait résumer, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que plus vous êtes parent, plus vous êtes parent. Et c'est aussi ce qu'Emmanuel Graton a noté dans ses travaux de recherche et qu'il appelle l'acquisition de l'expérience de la parentalité. La pratique conduit à l'expérience conduit à la pratique. Dans la démarche de Taina, trouver sa place ne passe pas uniquement par le fait de créer du lien avec son fils. Il suffit d'entendre avec quels mots elle parle de sa compagne Louisa. Sa place, c'est l'endroit où Louisa se sent bien. Taina est consciente qu'elle n'allaite pas, qu'elle n'a pas la sensation qu'un camion poubelle lui a roulé dessus. Alors elle se sent investie de cette mission-là, en plus de sa mission de mère. Mais les exemples en fait cliniques que j'ai montrent qu'il y a une plus grande symétrie effectivement dans les couples lesbiens que dans les couples gays par exemple. Mais ça dépend aussi beaucoup aussi dans ce que j'ai pu constater en tout cas de la manière dont le couple se pense justement à l'égard de l'enfant. Est-ce que précisément il y a une forme de symétrie, qu'on soit le parent biologique ou pas le parent biologique, est-ce que ça a une importance ou pas? Il peut y avoir des différences selon les couples. Ça se présente par le fait que les deux femmes, les deux mères, vont aussi se positionner à l'égard de l'enfant d'une manière beaucoup plus égalitaire, qu'elles aient porté l'enfant ou qu'elles ne l'aient pas porté. Cette différence que constate Emmanuel Graton, elle vient précisément de l'éducation des filles et des conditionnements et assignations culturelles propres à leur genre. On apprend aux petites filles très très tôt, vous voyez bien, à se projeter comme futures mamans. On va les inviter peut-être davantage à jouer à la poupée, à la dinette, etc., plus qu'un petit garçon, vous voyez. Donc, en fait, on les invite déjà, on les prépare mentalement, d'une certaine façon, à occuper cette place et cette fonction.
Ce qui peut faire qu'au bout du compte, ça leur apparaît comme quasi naturel. Il y aurait donc des conditionnements sociaux qui ont empêché le père d'Abel, et beaucoup d'hommes avant lui, de considérer qu'ils ont une place équivalente à celle de la mère auprès de leurs enfants. De câliner leurs bébés, de s'investir physiquement auprès d'eux, et par exemple de sécréter l'ocytocine qui leur permet eux aussi de créer du lien et de trouver cette place. Il y a un travail d'émancipation qui est aussi nécessaire pour les pères, en fait. C'est-à-dire de prendre la mesure, de prendre conscience finalement de l'intérêt et de la richesse aussi finalement de cette expérience intime qu'on peut avoir avec son ou ses enfants. Alors. Les coparents ont donc une responsabilité individuelle dans l'évolution des représentations. Ils ont le pouvoir de faire quelque chose. Et mieux que ça, ils ont le bagage physiologique nécessaire. Mais pour qu'ils arrêtent d'être et de se considérer parfois comme des stagiaires, les institutions aussi doivent leur faire une place. Non. C'est leur proposer d'assister à tous les examens médicaux, de participer à des séances d'aptonomie, une technique qui consiste à communiquer par le toucher avec le fœtus à travers la paroi du ventre de la mère. C'est favoriser le pot à pot à la naissance, explorer des sensations qui les mettent en contact avec leur enfant. Cela veut dire aussi leur faire une place dans les maternités, leur prévoir un lit, un café le matin, pour qu'ils arrêtent de se sentir tolérés dans ces lieux. Qu'on arrête de considérer le père comme un éternel assistant, le type qui porte les valises, mais pas un nourrisson. Serge, il est juste bon à porter les valises, c'est ça ? Le type qui sera toujours là un peu en dilettante, quand ça colle avec son emploi du temps, quand ça l'amuse, quand l'enfant saura parler. Qu'on rallonge leur congé pour leur permettre d'être à la maison avec leur enfant dans les premiers mois et de plus être celui qui doit retourner travailler. Que les crèches arrêtent d'appeler systématiquement la mère quand un enfant a de la fièvre. Que les entreprises ne considèrent plus qu'un père qui a choisi de s'investir de manière égalitaire dans l'éducation de son enfant est un père qui a décroché. C'est aux recruteurs de ne pas répondre à un père qui doit partir à 18h30 qu'on n'est pas la poste ici. Tout ça, ça suppose d'arrêter de les envisager comme un second parent, pour que eux-mêmes se sentent parents aux yeux de la société. Encore faut-il que l'extérieur se fasse à l'idée qu'on peut être un coparent sans être un homme, une mère sans avoir porté l'enfant, un père sans être un amant. L'expérience de Stéphane montre que nous n'en sommes pas encore là. Parce que c'est pas si évident. Et quand on est à la maternité, par exemple, nous, dans ce projet de coparentalité, moi, j'étais là pour aider mon amie pendant... Elle a eu vraiment un accouchement qui s'est mal passé. Après, il y a une césarienne et tout ce qui s'ensuit, les douleurs et compagnie. J'ai créché sur un matelas dans la chambre pendant 5 jours. Au bout du 4e jour, il y a une infirmière qui est quand même arrivée et qui m'a demandé si c'était bien moi le père, qui comprenait pas notre projet de coparentalité, qui m'a demandé si j'avais reconnu l'enfant. Alors que ça fait 4 jours que je suis là à ne pas avoir un seul plateau repas, à dormir sur un matelas, même le sol. Donc ouais, la place dans ces cas-là, j'avais vraiment envie de retrouver la mienne, en fait, de claquer la porte et de dire allez tous vous faire foutre, quoi. Et je pense par exemple là à une étude québécoise qui a été faite sur l'accueil des pères dans les maternités, qui montre en effet que si on prend en considération également la vie du père, les sentiments, les émotions, les affects qu'il traverse à ce moment-là, eh bien, il va se sentir aussi, beaucoup plus impliqué et responsabilisé par la situation que si on tend à lui dire que justement c'est pas sa place, qu'il devrait être ailleurs, ou qu'il devrait sortir, ou qu'il devrait, etc. Et effectivement, les institutions ont aussi leur part de responsabilité, on pourrait dire, dans l'accompagnement des processus socio-psychiques, j'ai envie de dire, qui évidemment traversent ces personnes. Est-ce que en France, vous avez l'impression qu'on a envie, sincèrement, de faire une place au père ? Alors, je dirais pas qu'on n'a pas envie de faire une place au père. Je dirais qu'on a une approche de l'accouchement qui est assez médicalisée, où on veut assurer la sécurité première et qu'effectivement, dans cette histoire, c'est pas le père qui est le premier concerné. Et donc, évidemment, ça a des conséquences ensuite sur la manière d'envisager les choses. Bien sûr, on pourrait penser les institutions comme beaucoup plus accueillantes de ce point de vue-là. Et donc, il faut s'imposer, en fait. Si un père veut vraiment trouver sa place, il doit quelque part
pouvoir s'imposer aussi par cette signifier déjà son engagement et son implication, et puis parfois militer un petit peu pour que les institutions évoluent dans cette direction. Et ça nécessite qu'on rediscute collectivement de la répartition des rôles au sein de la famille et au sein du travail. Si on veut obtenir l'égalité d'un côté, il faut pouvoir l'obtenir de l'autre côté. Avec la possibilité, et j'ai envie de dire l'obligation, pour les hommes, de prendre un congé paternité. Il est passé de 14 à 28 jours en France, mais dont seulement 7 sont obligatoires. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. La société, elle a que des problèmes. C'est en train de changer. Qu'est-ce que je dois faire avec lui? Est-ce que je dois jouer quand il est réveillé? Est-ce que je dois le laisser faire, découvrir tout seul? Est-ce que je dois lui montrer des choses? Je me demande plus, est-ce que je fais suffisamment? Est-ce que je m'occupe assez de lui? Est-ce qu'il est content d'être là? Est-ce qu'il a l'impression de pas s'ennuyer? Le père de notre fils se demande comment embrasser son rôle de père. Comment bien faire. Peut-être comment faire mieux que les pères avant lui. Le père d'Abel fait partie de ce qu'on appelle dans les médias les nouveaux pères. Vous savez, ceux qui lisent des livres au titre comme « Devenir un super papa » en 365 trucs et astuces. Ceux qui sourient dans les publicités pour les porte-bébés ergonomiques. Ceux qui parlent dans des podcasts. C'est en train de changer donc. Lentement. Trop lentement. Si l'on prend les chiffres de l'OCDE, qui montrent que les pères ne représentent toujours que 4% des parents qui prennent un congé parental, on se dit que c'est encore assez marginal. Et c'est important de le rappeler. Est-ce que c'est un vrai changement de paradigme, les nouveaux pères? Ou est-ce que c'est juste le beau papier cadeau sur une contrefaçon achetée sur Wish? Selon Emmanuel Graton, les nouveaux pères sont rares. Mais il existe quand même une vraie transformation anthropologique depuis les années 70. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est lié. Trouver sa place, c'est l'articulation d'une volonté collective et d'une volonté individuelle. J'ai toujours trouvé un peu facile de reprocher aux pères individuellement de ne pas être assez investis. Pour que les pères prennent leur congé paternité, tout doit être pensé en même temps. Il faut que les pères réfractaires aient des modèles autour d'eux, qu'ils soient encouragés par leur entreprise, par leur famille. La paternité continuera d'être éclatée, avec d'un côté les pères traditionnels à la Mad Men et de l'autre ceux qui portent un sweatshirt Papa Poule, tant qu'on ne considérera pas qu'il y a une interaction entre la société et le choix des individus. Mais alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que leur parcours est encore considéré comme atypique, Taïna et Louisa ont échangé, discuté et rediscuté les rôles de chacune au sein du futur trio. Parce que la société leur imposait, mais aussi parce qu'elles ont eu la volonté de le faire. Elles ont quelque part élaboré leur dynamique à trois. C'est typiquement ce que nous n'avons pas fait avant la naissance d'Abel. J'étais tellement focalisée sur le partage des tâches domestiques, sur ce 50-50, auquel je tenais plus que tout, qu'on a passé des heures à discuter planning, horaire, à décider qui se lèverait le dimanche matin, alors que mon fils faisait à peine la taille d'une noix de coco. Mais finalement, on n'est pas allé tellement plus loin que l'aspect pratique. On a fait de la division des tâches, point barre. On ne sait pas penser en tant que parent, en tant que trio. On y est allé comme ça, au talon. Emmanuel Graton, lui, pense que le plus important pour que les choses bougent, c'est de penser cette question de la place du coparent, collectivement et en attendant, individuellement. J'ai suivi pendant 1 an un groupe de pères séparés. Et en fait, la plupart des pères qui étaient présents semblaient tomber de la lune. Ils ne comprenaient pas tout d'un coup pourquoi leur conjointe avait voulu se séparer. Et puis du coup, ils se disaient, mais en fait... Ils s'interrogeaient sur la manière dont ils allaient pouvoir faire avec leur enfant. D'un coup, ils découvraient qu'ils étaient pères, en fait, en gros, si je résume un petit peu la situation. Mais pourquoi ils découvraient qu'ils étaient pères? C'est parce que, justement, ils n'avaient pas pensé cette question. Elle n'avait pas été pensée, elle n'avait pas été élaborée.
Et donc, si j'ai un conseil, moi, à donner finalement aux parents, c'est de se saisir finalement des opportunités qui peuvent se présenter pour pouvoir penser leur place, en fait. La place, elle ne vient pas forcément naturellement. Ce n'est pas que la place qu'on leur fait, ou c'est aussi la place qu'ils prennent. C'est aussi, et ça doit être parlé, ça doit être discuté. En fait, la question de la place, me semble-t-il, c'est une invitation. Dans tous les cas de figure, il y a un travail d'élaboration psychique à construire, à élaborer, pour véritablement devenir parent. Je suis toujours Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. J'ai hâte de vous lire. Découvre prochainement Les Têtes Curieuses, le nouveau podcast jeunesse de la Fondation Cartier. Tout au long de l'été, retrouve des histoires pour enfants inspirées de l'exposition Ron Mueck, présentée à la Fondation Cartier du 8 juin au 5 novembre 2023. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Michelle Obama, and in my podcast, I talk about so many of the lessons I've learned that are centered around finding your inner confidence, understanding your own story, and persisting even if it feels like people are judging and watching your every move. I get into this and a lot of other meaningful topics with some of my closest friends on my podcast, The Light. Take a listen on Audible now. The Light Podcast is presented by Starbucks. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.